Béatrice Fortin, vous êtes infirmière puéricultrice au CHM. Je suis Robotine, nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour répondre avant de passer à une autre question. Vous avez accepté le défi. Maintenant, vous êtes face à la rue. Bonjour, comment devient-on infirmière puéricultrice? Bonjour, alors d'abord pour être infirmière puéricultrice, il faut être infirmière. Donc après avoir passé le bac, il faut passer un concours pour entrer dans un institut de formation en soins infirmiers. Il y en a un à Mayotte qui existe depuis déjà plusieurs années, dont le diplôme est reconnu partout en France et en Europe. Et une fois qu'on est infirmière, soit on peut aller travailler, soit on peut aller directement dans l'école de puéricultrice. C'est une autre formation qui dure un an. Donc un nouveau concours, une année d'études et puis le diplôme à la fin de l'année. J'ai encore un petit peu de temps. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'école de puéricultrice à Mayotte. Peut-être, qui sait, ça va peut-être venir. Donc une fois être infirmière, il faut aller soit à La Réunion où il y a une école, soit en France métropolitaine où il y a plusieurs écoles réparties sur tout le territoire. J'ai encore du temps. Alors, que puis-je vous dire? Ben non, je vois pas. Si ce n'est que vous vous préparez à faire 4 ans d'études, que ça peut être fait tous ensemble. Moi, j'ai fait infirmière et 8 ans après, j'ai fait puéricultrice. Donc, on peut se donner du temps entre les deux. L'important, c'est d'avoir envie de s'occuper d'enfants, parce qu'une fois puéricultrice, mais on ne s'occupe que d'enfants. Des bébés aux adolescents. Bonjour, en quoi consiste le métier infirmier puéricultrice? Alors, une infirmière puéricultrice est à la base une infirmière, mais une infirmière qui s'est spécialisée dans les soins aux enfants. Parce qu'une fois qu'on est puéricultrice, on ne s'occupe plus en général que des enfants, donc des bébés jusqu'aux adolescents, voire aux grands adolescents jusqu'à 18 ans. Dans beaucoup d'endroits différents. Ça peut être dans un service hospitalier, au CHM par exemple en néonatologie, les petits bébés qui sont nés avant l'heure. Ça peut être dans un service de maternité, dans un service de pédiatrie. Après la pédiatrie, il y a de la médecine, la réanimation pour les enfants. Mais ça peut être aussi auprès des enfants qui vont bien. L'infirmière puéricultrice peut diriger une crèche, peut aller travailler en PMI, c'est la protection maternelle et infantile, qui s'occupe des enfants de 0 à 6 ans, pour tout ce qui est de la prévention, la prise en charge des vaccins. On peut aussi aller, moi j'ai une expérience de 5 ans en pédopsychiatrie, en hôpital le jour. J'accueillais des enfants qui avaient des troubles du développement, donc on faisait des activités autour du jeu pour les aider à se socialiser, à apprendre à vivre avec les autres, à parler, à jouer, à communiquer. Voilà, donc il y a beaucoup d'endroits où l'infirmière puéricultrice peut travailler. Pour certaines aussi, elles peuvent travailler dans les écoles. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. C'est encore représenté par des infirmières parce qu'il n'y en a pas assez de puéricultrices. Maintenant, il y a beaucoup d'infirmières. Alors à Mayotte, il en manque encore un peu, mais en métropole, voilà, il y a déjà beaucoup d'infirmières. Des puéricultrices, il y en a un petit peu moins. Donc il y a beaucoup de place, à prendre et j'espère que dans le futur, on sera aussi représenté dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, partout où il y a des jeunes, parce qu'on est vraiment là au service des enfants, au service des jeunes, de la naissance jusqu'à 18 ans. Hein. Jusqu'à 18 ans, on est encore un enfant quelque part, hein, j'espère. Et puis aussi, on peut être formatrice. Une fois qu'on est puéricultrice, on peut aussi être formatrice pour les autres métiers. Bonjour, y a-t-il des évolutions des prises de charge des bébés à Mayotte?
Je n'ai pas tout à fait bien compris la question. Le jeune homme a parlé des bébés, l'évolution de la prise en charge des bébés. Alors c'est ça. Les bébés. Alors les bébés à Mayotte, eh ben, ils naissent soit au CHM, soit dans un hôpital périphérique, soit à la maison, ça arrive aussi. Après, ils sont pris en charge à la naissance, les sages-femmes qui les prennent en charge, qui aident la maman à accoucher, les sages-femmes et les gynécologues. Et à Mayotte, ce sont les sages-femmes qui s'occupent des bébés, des bébés à la naissance. Ils restent 2 ou 3 jours en maternité en général, et puis après, les bébés rentrent chez eux. Quand les bébés naissent trop tôt, donc avant les 9 mois, ou quand ils naissent avec un souci à la naissance, ça peut arriver qu'un bébé manque d'oxygène ou ait une infection. Donc dans ce cas-là, ils vont directement dans le service de néonatologie. Dans ce service, on accueille les bébés, les tout petits bébés qui parfois ne pèsent qu'1 kilo et qui naissent parfois à 6 mois, 7 mois, 8 mois de grossesse. Voilà, la maman, elle accouche avant l'heure. Et dans ce cas-là, les bébés, ils viennent en néonatologie et ils restent parfois des mois, le temps qu'ils arrivent à avoir un poids correct et puis ils arrivent à téter tout seuls pour être en forme à la maison. Donc on accueille des bébés qui naissent, alors nous on parle en semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire en général une maman elle a 9 mois de grossesse, c'est-à-dire entre 37 et 39 semaines d'aménorrhée. Et donc tous les bébés qui naissent avant, ils sont prématurés. Et nous les accueillons. Et nous accueillons des bébés très très jeunes, comme à La Réunion, comme en métropole. Et là, les bébés, ils peuvent être perfusés, intubés, c'est-à-dire qu'on leur met un tube dans la bouche pour les aider à respirer. Ils peuvent être connectés à des machines, enfin c'est vraiment de la réanimation. Et ils peuvent rester un grand moment. Dans ce service-là, on a vraiment besoin de puéricultrices. Actuellement, il y a des puéricultrices et des infirmières, mais c'est bien quand il y a beaucoup de puéricultrices. Je vais défendre mon métier. Donc les futures infirmières, devenaient puéricultrices. Bonjour, qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Alors, ce qui est difficile dans notre métier, eh bien... ce qui est difficile peut-être au départ, c'est d'apprendre à faire tous les gestes techniques auprès des bébés et des enfants. Les gestes techniques pour nous, c'est piquer, c'est poser, piquer, faire une prise de sang, faire un vaccin, poser une perfusion. Voilà, tous les actes qui peuvent faire mal aux enfants. Les enfants n'ont rien demandé, ils sont malades, c'est pas de leur faute. Et nous, on vient les piquer, on vient les embêter, voilà. On les oblige à passer des moments à l'hôpital, ça c'est pas agréable et c'est toujours difficile quand un enfant, quand on n'arrive pas à le piquer du premier coup, qu'il faut recommencer, c'est difficile pour nous. Et puis on est aussi confronté des fois au décès des enfants, donc la mort c'est toujours difficile, mais c'est encore plus difficile quand c'est un bébé ou quand c'est un enfant parce que souvent on trouve que c'est injuste. Et pardon. Et d'ailleurs les gens qui travaillent auprès des adultes nous le disent quand ils passent par exemple en néonat ou en maternité, qu'il y a des petits bébés, ils disent oh là là, mais comment tu fais pour piquer ce petit bébé qui pèse que 1,5 kg, il est tout petit, déjà de le prendre dans ses mains, ça fait vraiment drôle, comment tu fais? Moi je pourrais pas, il est trop petit, ça me fait peur. Donc je pense que, après c'est une question d'habitude. Quand on a l'habitude, moi j'ai travaillé quelques années en néonatologie, et après c'est les bébés qui pesaient normalement 3 kilos que je trouvais gros, moi. Donc après c'est une question d'habitude, on s'y fait. Et heureusement aujourd'hui on a beaucoup de choses pour que les bébés et les enfants aient moins mal quand on leur fait des soins. On a un gaz spécial, on met des patchs d'EMLA pour pas qu'ils aient mal quand on les pique. On a différents moyens d'atténuer la douleur des enfants, et surtout quand on leur fait des choses, qui n'ont pas demandé à être piqués tous les jours quand ils viennent 3 semaines à l'hôpital. Donc c'est à nous de faire en sorte de diminuer tout ça. Et il y a aussi plein de choses positives dans notre métier. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure.
Bonjour, quelle est la différence entre travailler à l'hôpital et travailler en libéral? Alors, quand on travaille à l'hôpital, on est salarié de l'hôpital, soit contractuel, soit fonctionnaire. Et voilà, donc on va faire nos heures à l'hôpital, nos horaires, comme dans n'importe quelle entreprise. C'est l'hôpital qui nous verse notre salaire, qui nous donne nos jours de congé. Voilà, on est comme n'importe quelle personne qui va à son travail. On a un employeur. Après, quand on travaille en libéral, eh bien, on est notre propre patron, j'ai envie de dire, c'est une petite entreprise. L'infirmière libérale, voilà, prend sa voiture, ses outils, sa petite boîte à outils avec voilà, son matériel pour faire les prises de sang, son matériel pour faire les pansements, et elle va au domicile des gens. C'est le médecin qui fait une ordonnance de soins. Comme le médecin va vous prescrire un médicament, le médecin va aussi vous prescrire une injection à domicile, une prise de sang à domicile, un pansement, une aide à la toilette, donner les médicaments, voilà. Toutes les choses que l'infirmière peut faire et qui peuvent être faites à domicile au lieu de venir faire votre prise de sang au laboratoire, faire votre pansement à l'hôpital ou faire une aide à la toilette ou une toilette pour les personnes qui ne peuvent pas, par exemple. Pour les enfants, ça peut être aussi avoir une alimentation par sonde, pour les enfants ou les adultes, hein, voilà, des choses comme ça qu'on peut faire à l'hôpital, mais qui peuvent être faites à la maison quand la personne va mieux et qu'elle nécessite juste des soins d'accompagnement, pas toute la journée, mais à divers moments de la journée. Donc l'infirmière vient chez vous, alors une prescription du médecin, et puis elle après, comme un pharmacien, comme un médecin, comme un kiné, elle remplit une feuille de soins qui est adressée à la sécurité sociale. Et elle ensuite, voilà, c'est vous qui la payez par l'intermédiaire de... la sécurité sociale par votre intermédiaire, ça dépend, vous la payez soit directement, soit elle est remboursée par la sécurité sociale comme un médecin, comme un pharmacien, un kiné. Voilà, et donc c'est elle qui gère sa clientèle, son temps. Et souvent elle travaille en cabinet pour ne pas travailler tous les jours parce qu'il y a aussi les week-ends à assurer. Elles font des grandes journées en libéral. Bonjour, le travail est-il différent à Mayotte par rapport aux autres départements? Oui, le travail à Mayotte est différent. Alors on va dire que il est différent, voilà, si on est en Bretagne, si on est à Marseille, si on est en Guyane, si on est en Martinique, si on est à Mayotte, à chaque fois il est différent parce qu'on s'adresse à des personnes différentes, dans des lieux différents, avec une culture différente. Alors Mayotte a la particularité d'être un nouveau département, donc on est plusieurs Mzungu à travailler à l'hôpital, avec des grandes différences, puisque la population est en grande majorité musulmane, avec une culture différente, donc il faut s'adapter, hein. Moi je viens de Bretagne, donc en Bretagne aussi on a une culture différente d'autres régions de la France. Il y a aussi une différence de langue. Il y a beaucoup de personnes à Mayotte qui ne parlent pas français, qui parlent le shimaoré, le shibushi, le malgache et d'autres langues. Donc ce n'est pas toujours facile quand on ne parle pas la même langue, il faut passer par un traducteur. Voilà. Et puis aussi à Mayotte, vous savez qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent des îles voisines en grande situation de détresse, et à l'hôpital on a beaucoup d'enfants qui arrivent avec des pathologies qu'on ne voit plus beaucoup en métropole. Des choses en métropole où les enfants qui sont nés à Mayotte et suivis, vaccinés, etc. Et donc il y a des maladies qui sont éradiquées dans certaines parties du monde et qui existent encore dans d'autres régions du monde, ou des maladies aussi qui ne sont pas dépistées à temps ou qui ne sont pas soignées. Et donc les enfants arrivent parfois dans des états de santé très, très précaires. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence à Mayotte dans la prise en charge des pathologies diverses, variées, et parfois qu'on n'a jamais vu en métropole quand on travaille à l'hôpital là-bas.
Il y a aussi des différences par rapport au PMI et aux crèches qui ne sont pas encore tout à fait comme celles de métropole, mais ça vient tout doucement. Bonjour, quelles sont les qualités pour être une bonne infirmière puéricultrice? Alors, comment être une bonne infirmière et une bonne infirmière puéricultrice? Alors déjà, je pense que il faut aimer s'occuper des autres. Il faut aimer aller vers les gens. C'est un principe de base parce qu'on travaille avec l'être humain, on n'est pas derrière une machine, on n'est pas derrière un ordinateur. On est face à face avec une personne, avec un enfant, avec une famille. Et il faut avoir envie d'aller vers les autres. Et en plus, ces autres, la plupart du temps, ils sont malades. Je dis la plupart du temps parce que parfois on peut travailler en crèche où les gens sont pas malades. Voilà, mais la plupart du temps, les gens sont malades. Et donc ils sont moins bien, ils ont moins de défense. Et voilà, et c'est important de pouvoir accepter l'autre comme il est, dans l'état où il est, au moment où il est malade, où il n'est pas bien. Voilà. Ensuite, il faut avoir quand même de la rigueur parce que on travaille, on fait des injections, par exemple des médicaments, c'est précis, il faut avoir un petit peu de mathématiques dans la tête et avoir un peu de bon sens, mais surtout de la rigueur dans ce qu'on fait. Et puis aimer le travail en équipe, parce qu'on n'est pas tout seul, on travaille avec les médecins, avec les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ASH, ce sont toutes les personnes qui font le ménage, les sages-femmes, enfin vraiment on est vraiment une grande équipe et il faut pouvoir travailler en équipe et c'est pas toujours facile. Bon, c'est comme partout, mais dans tous les métiers où on travaille avec l'être humain, mais c'est encore plus difficile parce qu'il faut être humble face à l'autre, il ne faut pas juger, c'est pas toujours simple et il faut vraiment se mettre à l'écoute des gens. Après ça s'apprend, il y a plein de choses qui s'apprennent, mais je crois que c'est un métier, on voit tout de suite si on est fait pour ça ou pas. On n'accroche pas et on le voit tout de suite, très vite. Bonjour, y a-t-il des astuces pour que les bébés ne pleurent plus pendant les soins? Alors oui, il y a des astuces pour que les bébés ne pleurent plus pendant les soins. Alors les bébés, jusqu'à 3, 4, 5, même voire 6 mois maintenant, la meilleure des choses, c'est la tétée. Si la maman donne le sein, de mettre l'enfant au sein, ça lui enlève ses sensations douloureuses. Quand la maman ne donne pas le sein, maintenant aussi on donne des solutions sucrées. Alors c'est du sucre en sirop que l'on fait téter à l'enfant, le sucre avec une tétine et ça a été prouvé que le sucre diminue, donc c'est au niveau sensoriel, au niveau neurologique, que le sucre associé à la tétée fait baisser le niveau de douleur de l'enfant et bien souvent, alors ça marche très très bien pour les bébés en néonate, pour les bébés en maternité et pour les bébés qui sont sortis, qui doivent faire un vaccin à 2, 3, 4 jusqu'à 6 mois de vie, il faut absolument le faire. Faire téter les bébés. Déjà, maintenant on a du sucre partout à l'hôpital, dans les dispensaires. Donc il ne faut pas hésiter. Et si on n'a pas de sucre, on fait boire l'enfant, téter l'enfant au sein, téter l'enfant au biberon. D'ailleurs, c'est toujours mieux de lui faire une piqûre quand il a mangé. Il est plus calme. Sinon aussi on a les patchs d'EMLA, j'en ai parlé tout à l'heure. L'EMLA c'est un médicament, c'est une petite crème blanche que l'on met sur la peau et qui anesthésie la peau pour que la piqûre fasse moins mal. Donc on peut la faire pour les prises de sang et pour la majorité des vaccins. Alors il y a 1 ou 2 vaccins pour lequel on ne peut pas mettre le patch, mais la quasi-totalité des vaccins on peut mettre un patch.
Voilà. Après, les choses qui marchent très bien aussi, c'est d'amuser les enfants. Parce que souvent, les enfants, ils ont plus peur que mal, je dirais. Ils pleurent avant qu'on commence les soins. Surtout quand c'est une Mzungu qui arrive. Alors là, ils se disent tout de suite, ah là là, celle-là, elle va me faire mal, je le sens. Donc, il faut essayer de les amuser. Chanter, faire voilà, des petites comptines, des jeux de main. Et puis, tous les petits jeux qu'on peut trouver, les hochets, les yo-yo, les dessins animés pour les plus grands, tout ce qui peut occuper l'esprit de l'enfant. Voilà, changer les idées du soin. Bonjour, quelles sont les maladies des bébés? Alors ça c'est une grande question. Les bébés, ils ont plein de maladies. Enfin, pas tous, hein, je vous rassure. Les bébés, déjà, normalement, un bébé, quand les premiers mois, il mange, il dort, il fait caca et c'est tout. Autrement, le bébé doit bien se porter. Un bébé, ça ne doit pas avoir de fièvre. Si vous avez un bébé qui a 1 mois, 2 mois, il a de la fièvre, ça veut dire qu'il a de la fièvre, il a 38, il a 38,5. Si vous trouvez que votre bébé est chaud, prenez sa température. S'il a 38, 38,5, allez voir un médecin, un bébé ne doit pas avoir de fièvre. Surtout en ce moment, là, il y a la bronchiolite qui arrive. Alors la bronchiolite, c'est une infection des petites bronches des poumons. Donc les bébés ont de la fièvre, les bébés toussent. Ils ont du mal à respirer, ils sont fatigués, ils ne têtent plus. La bronchiolite pour les adultes, pour les grands enfants, c'est rien. Nous, on va faire un gros rhume et ça va bien se passer. Pour les bébés, ça peut être très dangereux. Ils peuvent aller très mal, vite. Donc si votre bébé, il tousse, si votre bébé il a de la fièvre, si votre bébé il boit pas bien, si votre bébé est fatigué, emmenez-le au dispensaire, emmenez-le aux urgences, emmenez-le voir un médecin. Surtout en cette période de bronchiolite. N'hésitez pas, dès que les petits bébés ont un petit peu de majungoma dans le nez, faites des nettoyages au sérum physiologique. Ça s'achète à la pharmacie, voilà, ou dans les pharmacies des dispensaires. C'est rien, des petits lavages de nez, les bébés n'aiment pas ça, mais ça les soulage bien et des fois ça peut leur éviter d'avoir des plus gros rhumes et d'avoir des bronchiolites. Après, les maladies des bébés, y a les petites maladies, la bourbouille, les petits boutons partout. Ils peuvent avoir des petites infections, ils peuvent avoir des maladies comme la varicelle. Après, je ne vais peut-être pas vous faire un catalogue de toutes les maladies, mais je dirais à Mayotte, surtout en cette période, il faut bien se méfier de la bronchiolite. Et puis, il faut faire attention, tous les petits boutons, les bébés ou les enfants, les petits boutons qui poussent, qui font mal, ça devient rouge autour, allez consulter, il peut y avoir des infections. Surtout là, en période des pluies, aller dans les flaques d'eau, les infections peuvent vite venir au niveau des petits bobos.